Imaginons un instant la situation suivante. Du jour au lendemain, le compte en banque classique devient totalement inutile. Ouais, complètement obsolète. C'est ça. L'argent, tel qu'on le connaît, il perd son pouvoir. Pourtant, le simple fait de surveiller le vélo d'un inconnu pendant 10 minutes, ça fait de la personne qui offre ce temps l'individu le plus riche de son quartier. C'est un renversement total. Absolument. Bienvenue dans cette nouvelle plongée en profondeur. Aujourd'hui, on analyse un ensemble de documents fascinants détaillant le projet La Terre Éco. Un projet vraiment massif, quoi. Oui, massif et super détaillé. C'est un écosystème conçu pour faire passer la société d'un modèle de surconsommation fragile à un modèle d'autonomie locale. Et ça sur 5 ans. Sur 5 ans, oui. Basé sur la résilience et les basses technologies, la low-tech. Voilà, en gros, notre mission aujourd'hui, c'est de décortiquer ce plan radical. Ça va de la création d'une nouvelle monnaie à la construction d'aéroglisseurs. Rien que ça. Ouais, rien que ça. C'est un peu comme si on proposait de désinstaller le système d'exploitation défaillant de notre société basé sur la dette et le stress pour installer une mise à jour fondée sur le temps et le lien humain. Donc, bon, décortiquons un peu tout ça. Face à une ambition aussi énorme, par quel bout est-ce qu'on commence? Le meilleur point de départ, curieusement, c'est pas technologique, c'est purement psychologique. Ah bon? Pas matériel? Non, pas du tout. Avant de parler de survie matérielle, la Terre Éco s'attaque à un truc très précis, l'impuissance acquise. L'impuissance acquise, d'accord. C'est-à-dire? C'est ce sentiment psychologique d'être incapable d'agir. Le système est tellement complexe, c'est devenu une boîte noire, quoi. Ouais, on sait même plus comment on pousse notre nourriture ou comment on crée la monnaie. Exactement. Et du coup, les gens baissent les bras. Le but de la Terre Éco, c'est de briser ça, de redonner une véritable souveraineté aux individus. D'accord, et voici où ça devient vraiment intéressant. Pour briser ça, il faut comprendre ce qui crée cette impuissance. Et les sources parlent d'une asphyxie monétaire, non? Oui, c'est le cœur du problème, le système financier actuel. La rareté de l'argent. C'est ça, les salaires qui payent juste les factures. Ça maintient la population sous l'eau. Impossible d'innover ou d'investir quand on est juste en mode survie. Tout à fait. Et le système maintient cette domination avec ce que le manifeste de la clarté de la Terre Éco appelle la soupe de lettres. Ah, la fameuse soupe de lettres. Ouais, les acronymes administratifs, le vocabulaire juridique, tous ces trucs technocratiques, quoi. Pour infantiliser les gens. Donc la solution qu'ils proposent, c'est la monnaie-temps. Un système ultra simple. Ultra simple. 1 minute égale 1 unité. Point. D'accord, mais je relance là-dessus. Si on contourne totalement l'euro avec cette monnaie-temps, comment les États vont réagir? Ils vont pas aimer. C'est clair, ça ressemble à une perte de contrôle énorme ou même à une contraction du PIB, quoi. Oui, toute hégémonie menacée réagit. Les sources disent qu'on risque des accusations de travail dissimulé, ce genre de choses. C'est logique? Mais la subtilité, c'est que la Terre Éco ne se pose pas en destructeur. C'est pensé comme une structure de secours. Une structure de secours. Ouais. En cas de crise, l'État est trop lourd, trop lent, donc il finira par s'appuyer sur ses réseaux résilients locaux. Ah, pour désengorger ses propres services. Exactement. Par exemple, avec la prévention au niveau local, ça désengorge le système de santé. L'administration municipale respire mieux, l'État a besoin de ça en fait. C'est super malin. Donc, une fois libérés de la pression financière, comment les gens interagissent dans le monde réel? Je crois qu'on parle de l'espace Armageddon. Ouais, Armageddon. C'est un jeu de mots, hein. Art, magasin, don. C'est ça. C'est un hub local physique. Genre, on prend un vieux garage ou une grange et on le divise en zones. Il y a une zone pour l'art, une pour les produits frais locaux et les objets d'occasion. Mais attention, pas des déchets, des objets testés et fonctionnels. Et la personne qui gère ça, l'hôte, est rémunérée avec un euro symbolique ou en monnaie-temps. Tout à fait. Ça, c'est pour le physique. Mais il y a aussi le numérique, avec l'application Orange Service. Ah oui, Orange, conçu pour les microservices de courtoisie. Des trucs de moins de 10 minutes, ouais. Genre surveiller un vélo ou aider à porter un sac. L'interface a juste 3 symboles, c'est ça, hein. L'œil, la main et l'individu. Très minimaliste. C'est fou! En fait, Orange, c'est presque l'anti-Uber. C'est exactement ça. Là où les applis classiques monétisent chaque seconde, celle-ci démonétise le temps. C'est pour recréer une sorte de courtoisie géolocalisée. C'est le but, oui. Mais là, je dois poser la question pratique. Rencontrer des inconnus géolocalisés immédiatement, il n'y a pas un gros risque pour la sécurité? On pourrait croire. Mais les concepteurs ont prévu une triangulation de confiance. Triangulation de confiance, comment ça marche? C'est super verrouillé, faut une pièce d'identité, un selfie et un numéro certifié. D'accord, pas d'anonymat. Zéro anonymat.
Et il y a ce fameux droit d'entrée solidaire, souvent d'1 €, ça filtre les trolls. Ah, l'euro sert de filtre bancaire. Ouais. Et pendant le service, il y a un minuteur de sécurité de 10 minutes. Et s'il se passe un truc louche? Il y a un bouton d'alerte discrète intégré. D'accord, donc c'est très sécurisé. Mais bon, mettre des gens ensemble, physiquement ou sur une appli, ça crée inévitablement des frictions. Oh que oui. L'ego humain. Voilà. Comment cet écosystème survit aux conflits d'ego qui détruisent franchement presque toutes les communautés? Les sources parlent de passer de l'égosystème à l'écosystème. L'écosystème? D'accord. Et pour ça, ils ont la charte de l'esprit paisible. Ça impose une vraie infrastructure invisible de communication. J'ai vu un truc sur un temps de latence. C'est quoi exactement? En ligne, c'est la règle des 10 minutes avant de répondre à un message. Pour faire redescendre la pression. Exactement. Et ensuite, avant de parler, on passe par 3 filtres. L'expérience, l'utilité et la bienveillance. Ah oui! Et il y a aussi la météo des failles, non? J'adore ce concept. C'est brillant. Au lieu de se présenter avec ses réussites pour impressionner, on se présente par un échec récent. Pour désarmer la compétition d'entrée de jeu. Voilà, ça casse les hiérarchies. Le mot d'ordre, c'est de partager des connaissances factuelles, pas des opinions. Ouais, parce que l'opinion divise. Mais je me fais l'avocate du diable. Allez-y. Que fait-on face aux militants extrémistes? Ceux qui, dans certains cercles écologistes par exemple, vont vous agresser verbalement parce que vous mangez de la viande ou parce que vous utilisez un ordinateur. C'est là qu'intervient le médiateur latérico. C'est le régulateur. Il fait quoi concrètement? Si on relie ça à une vision plus large, il utilise la communication non violente, la CNV, mais simplifiée. Le médiateur le juge pas. Il valide l'émotion sans valider le comportement. C'est exactement ça. Il recadre sur les faits pour transformer ce vampirisme émotionnel en action constructive. Et s'il continue à être toxique? Il y a la règle de la sortie élégante. On a le droit de juste quitter la conversation. D'accord, donc on a un mental apaisé, une communauté soudée, c'est super. Mais faut bien se préparer physiquement aux imprévus, non? Ah, la résilience matérielle, ouais. Sans sombrer dans la paranoïa survivaliste. C'est tout le défi. Les documents parlent de 3 états. L'état calme, c'est le confort écologique au quotidien. Ok. L'état dégradé, là c'est quand il n'y a plus d'eau ni d'électricité. Et le troisième? L'état mobile, faut évacuer. D'accord, l'évacuation. Et on s'équipe comment? J'ai lu un truc sur la règle des 6 C. Ouais, la base. Couvrant, coupant, contenant, cordage, combustible, communication. C'est facile à retenir. Mais la vraie astuce, c'est d'investir dans des objets polyvalents, du 3 en 1, qui servent dans les 3 états. Ah, c'est là qu'on parle du filtre à eau par gravité. Oui, l'eau, c'est la priorité absolue, bien avant la nourriture ou l'énergie. Le filtre par gravité, il marche sans pression d'eau courante. Donc en mode calme, on s'en sert tous les jours. Voilà. En mode dégradé, tu filtres l'eau de pluie. Et en mode mobile, l'eau d'une rivière. Et il parle aussi de la gourde en inox simple paroi, non? Oui, très important. Simple paroi. Parce qu'on peut la mettre directement sur le feu pour faire bouillir de l'eau. Et j'imagine qu'un petit panneau solaire pliable fait aussi partie du kit. Absolument, c'est indispensable. C'est fou, c'est vraiment de l'intelligence financière poussée à son maximum. Complètement. Au lieu d'acheter un gadget de survie qui prend la poussière dans un placard, on achète un objet du quotidien qui, par hasard, pourrait sauver des vies si tout s'effondre. C'est la philosophie Latereco. Mais il y a un autre point crucial. La véritable résilience, elle se calcule pas sur le mec le plus fort du groupe. Ah non, ouais. Non, elle se calcule en fonction du membre le plus fragile. Les enfants, les seniors. C'est très juste, donc le sac d'évacuation de 72 heures, le fameux bug-out bag, il doit être adapté à eux? Exactement, adaptation constante. Ok, mais alors, là j'ai besoin d'une explication. On parle de mobilité, d'évacuation, mais que se passe-t-il si les routes et les ponts, les infrastructures du système s'effondrent ou sont inondées? Le plan de mobilité ultime de Latereco entre en jeu. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Parce que j'ai vu ce qu'ils proposent. C'est l'aéroglisseur, un overcraft. Oui, l'aéroglisseur. Non mais attendez, un aéroglisseur, on imagine tout de suite une machine infernale, bruyante, qui projette de la boue partout et qui glisse de manière incontrôlable. C'est l'image classique, oui. Comment est-ce que ça peut s'intégrer dans une philosophie paisible et low-tech? C'est absurde, non? En fait, pas du tout. C'est le véhicule low-tech de désenclavement par excellence. Comment ça, low-tech? Il est construit avec des panneaux de contreplaqué et de la résine époxy, selon la méthode du cousu-collé. Et la juque, c'est juste de la bâche PVC. D'accord, c'est du bricolage avancé, mais le bruit, un aéroglisseur thermique, ça réveille tout un département. Ah mais la grosse innovation, c'est qu'ils utilisent des moteurs électriques. Électrique. Mhm.
Oui, des moteurs de vélo puissants ou de gros drones. Alimentés par des batteries solaires, le bruit assourdissant disparaît. Ok, d'accord pour le bruit. Mais pour la direction, ça glisse dans tous les sens, non? Ils utilisent la poussée différentielle, comme sur les drones. Ça résout le problème de direction sans ajouter de roues ou créer de frottement. Waouh! Donc c'est un véhicule qui ignore le bitume. Totalement. Ils naviguent sur l'eau, la boue, la glace. Ça garantit une mobilité absolue. Pour relier des espaces Armageddon isolés en pleine crise, Exactement. C'est stratégique. c'est incroyable. Bon, on arrive à la fin de notre exploration. C'est le moment de faire une petite synthèse. Ouais, il y a beaucoup d'informations. L'écosystème Latereco, c'est pas juste une théorie, c'est un ensemble d'outils ultra concrets. Absolument. On a une nouvelle monnaie, des espaces physiques locaux, une appli d'entraide numérique, une refonte de la communication et des solutions matérielles qui vont du filtre à eau à l'aéroglisseur électrique. C'est une refonte totale, ouais. Ça amène quiconque écoute ça à s'interroger sur sa propre vulnérabilité en fait. À quel point notre confort dépend d'un système fragile. Et cette approche, qu'ils appellent l'approche ultimatum ou ultilatum, ça montre que repenser son habitat, c'est à la portée de tous. Pas besoin de bunker. C'est rassurant. Mais j'ai une dernière réflexion provocatrice pour conclure. Je vous écoute. Dans les documents sources, il y a une brève mention d'outils psychologiques très profonds. Ah oui, The Work de Byron Katie. Oui, Et l'analyse transactionnelle aussi. Ces outils sont conçus pour briser nos biais cognitifs et nos scénarios de vie lors d'échecs affectifs ou professionnels. c'est de la psychologie lourde. Voilà. Et ça soulève une question vertigineuse. Si tout ce système physique, les aéroglisseurs, l'eau, les abris, si tout ça repose finalement sur notre clarté mentale, Ouais, se pourrait-il que la plus grande faille de sécurité en cas d'effondrement, ça ne soit ni le manque de nourriture, ni la perte d'électricité? mais le facteur humain, en fait. Exactement. Simplement le poids de nos propres traumatismes d'enfance et de nos croyances limitantes non résolues. C'est une sacrée perspective. Le bug dans l'OS, c'est nous, en fait. C'est exactement ça. Une question fascinante à méditer bien après la fin de cette écoute.